Et rouge là-bas, c'est que c'est voilà, parti. voilà, je Tu crois vois, que nous sommes en à... onde. Oui, absolument. Depuis même C'est- 4 grosses secondes, une Tu sais tasse que de tech. dans les studios, j'ai toujours eu de la difficulté avec le fait que ce soit rouge quand on est en onde. Parce que d'habitude, rouge, c'est Stop. allez-y, rouge, c'est stop. Ouais. Donc, dans ma tête, c'est qu'on peut parler, on peut dire ce qu'on veut. Mais non, tu t'apprends rapidement. T'as fait C'est raison. lumière rouge quand nous sommes en onde. Et j'ai Rouge, des ça veut dire petits- porter attention. Ouais. Nous sommes en direct sur Facebook, la page Facebook du Journal des Affaires, mais aussi sur la chaîne YouTube de Une tasse de tech, le nom de notre balado. C'est tellement sérieux qu'on est imprimé sur la tasse, mesdames, messieurs. Alain McKenna ici avec mon ami Pascal Forget. Salut Pascal. Monsieur McKenna, bonjour. Comme à chaque jeudi, à peu près vers midi, on est en direct de la Maison Notman à Montréal, cet accélérateur / café / bureau collaboratif, je pense qu'on peut dire, ou en tout cas, l'expression est trouvée sinon. Pour parler de techno, start-up, innovation, toutes ces belles choses qui prennent des fois des formes insoupçonnées. Par exemple, cette semaine, on reçoit Samuel Leroux, qui est un cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Solios. J'ai écrit sur eux au courant de l'été sur le site de Les Affaires, justement. Ils ont lancé sur Kickstarter une montre à énergie solaire, une montre solaire. Donc, c'est une montre bracelet, là. C'est pas une espèce de gros machin en pierre qu'on met dans la cour puis qu'on attend que le soleil tourne autour, là. Qui a eu un beau succès. C'était vraiment bien accepté sur Kickstarter. Ça leur a permis de lancer le produit. Ils ont une stratégie de déploiement assez intéressante pour la suite des choses. Ils vont nous expliquer d'ailleurs ce qu'on ne voit peut-être pas tout le temps dans le secteur technologique, mais qu'il y a encore un marché en pleine croissance dans le secteur de la montre qui donne l'heure, et pas plus, mais qui est quand même un accessoire de mode et de luxe accessible. Donc, pas nécessairement les Rolex à 3 000 $, mais en dessous de ça, quelque chose qui est achetable. Là. Et avec un accent écologique, ils veulent diminuer leur empreinte au maximum. Donc, ils ont une notion d'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, c'est très, très important, je pense, pour le branding. Exact. Donc, dès que la ligne orange, non, ça n'arrivera pas avant la fin. C'est pas mal ça qui arrive. Il devait arriver un petit peu plus tôt, mais il était pris dans le métro à cause. Donc, c'est pour dire à quel point nous sommes en direct. On peut pas être plus en direct que ça. Nous réagissons à l'actualité et au métro. Et après avoir parlé de montre solaire, on va parler avec notre amie, là, elle n'est pas branchée, donc on ne lui parlera pas vraiment, mais Alexa. Ça, c'est le nouvel Amazon Echo. L'enceinte, la version, je ne vais pas dire de base, mais peut-être originale de l'enceinte connectée d'Amazon qui vient maintenant dans une espèce de bleu. Là, je vais faire le blague parce que tout le monde l'a fait, le bleu jean bleu du moment, n'est-ce pas? C'est pas mal ce que j'avais comme référence, un jeans délavé. Écoute, eux sont rentrés dans notre culture tellement fort cet été. Donc, en bleu, et on a ici, je vais vous zoomer ça en gros plan. Regardez bien ça, il faut que je zoome out d'abord. Bonjour tout le monde. Ça, le gros machin à côté, c'est le Echo Studio qui a la forme d'un d'un Apple HomePod. Donc, il a toutes les apparences d'un grosse enceinte bien arrondi, mais qui vise vraiment plus le marché de Sonos, parce que Apple, je ne pense pas qu'ils en vendent des tonnes de HomePod, mais en revanche, Sonos, dans le département de l'enceinte connectée, quand même assez fort, n'a pas la commande vocale, donc lui, il a en plus Alexa. Quoique les nouveaux Sonos ont soit Alexa ou l'assistant Google, donc si vous êtes mêlé, c'est normal, parce que moi-même, je le suis, vous voyez. Et pourtant, je suis ça au quotidien. Je veux dire, j'ai des bidules là même sans bon sens de ce temps-là, parce que tout le monde en lance. Hein, tu sais, Amazon, le Sonos, c'est un peu moins, mais Google aussi, elle a quelques semaines avec un nouveau Mini, avec les Nest Wi-Fi qui ont une enceinte intégrée. En tout cas, bref. Tout nous écoute maintenant. On en parle tout à l'heure. Mais avant ça, et même avant de parler de montres solaires, on a quelques actualités intéressantes, brûlantes et fort attrayantes. Pour les amateurs Grâce à toi, Pascal. Les gens d'affaires qui se cherchent un nouveau laptop ont une belle nouvelle. Apple a annoncé un nouveau MacBook Pro de 16 pouces, pas 15, mais 16 pouces, un petit peu plus grand, un petit peu plus épais, mais 11 heures d'autonomie, une heure de plus. Apple a réalisé que les gens étaient prêts à avoir un laptop qui est un peu plus épais, mais qui a un meilleur clavier et une meilleure autonomie. Oui. J'ai une petite image pour illustrer, et là, vous la voyez. Ça définit, je pense, en une image, ce que le MacBook Pro 16 pouces offre de plus que le 15 pouces. En fait, il le remplace dans la gamme complètement. Oui. Mais tu parles du clavier. Le design a été revu de bout en bout. Et on a aussi, et ça, c'était la première chose qu'on nous a dit cette semaine quand on a présenté le laptop, on a rajouté une touche Escape. Oui. On peut-tu dire ça en français? La touche échappée était dans le... Était à même la barre tactile. la touch bar. Mais moi, je trouve ça très insécurisant. En fait, moi, tu vois, j'ai pas nécessairement le doigté le plus incroyable du monde, là, mais mon petit doigt frappait toujours la touche Escape sur le touch bar, donc j'étais toujours en train de sortir de l'activité dans laquelle je me trouvais. Ouch. Là, avec une touche physique, ça évite ça, parce que quand tu y touches, tu le sais.
Et à l'autre bout de la touch bar, on a aussi le Touch ID et le bouton d'alimentation qui sont séparés de la touch bar. Donc, on s'est rendu compte que c'était peut-être une bonne idée, la touch bar, mais pas trop. Tu as eu l'occasion de toucher au clavier. Ils ont abandonné leur touche papillon, qui est comme des ailes d'un papillon, qui était un problème, parce que les touches n'avaient pas une très bonne réponse, étaient fragiles. Pour le remplacer, revenir au bon vieux X. Donc, ciseau, c'est comme un... C'est de la technicalité, mais ça veut dire que le clavier est plus smooth. Il ressemble beaucoup à ce qu'il était avant, dans les générations avant des Macs qu'on appréciait plus que le MacBook Pro 15 pouces qui vient juste de disparaître. Ils ont changé aussi les 4 touches, les 4 flèches au coin. Ils ont fait, parce que là, c'était 4 touches qui étaient du même format, fait qu'on ne savait jamais vraiment, sans regarder, où est-ce qu'on était rendu sur le clavier. Pour justement un format, ce qu'on appelle en T inversé, où on peut plus diriger facilement, intuitivement ses doigts sur les touches. Donc, c'est un gros plus. C'est con parce que c'est probablement le détail le moins high-tech de l'appareil, mais c'était aussi le plus crucial parce que la première chose qu'on fait quand on touche un ordinateur, c'est qu'on met nos mains sur le clavier. Oui, et le fait qu'on ait une rétroaction, c'est super intéressant. C'est pas un appareil qui est donné, par exemple. On s'entend que le modèle de base au Canada est 3 000 $. Et je me suis amusé parce que l'autre truc plus vraiment haut de gamme, disons, c'est qu'on peut avoir 8 téraoctets de stockage intégré. C'est énorme. Et si on l'équipe pour avoir ça, puis on peut monter au-dessus de 7 200 $ pour un laptop. J'ai calculé 7 459 $, si tu veux, la totale. Toutes les options, meilleure carte graphique, meilleur processeur. Le modèle d'entrée de gamme a un processeur 6 cœurs. Le modèle un petit peu plus cher, 8 cœurs. Mais le 8 téraoctets de stockage, j'imagine que c'est du stockage flash. Du SSD, c'est ça. Donc, c'est pas pour rien que ça coûte une fortune. Ce qui est fou, c'est qu'ils présentent ça, évidemment, ils ont une vidéo pour démontrer comment c'est parfait. Ils ont des gens qui l'ont utilisé dans la vraie vie, puis ils nous montrent des photographes dans le désert de l'Utah en train de combattre la brousse avec le laptop sous le bras. Mais un laptop à 8 000 $, là, on traîne pas ça dans le bois, on traîne pas ça dans le sable. En même temps, c'est un laptop pro, donc ça se veut un outil de travail. On parle pour les ingénieurs, pour les graphistes, pour les gens qui ont du gros. C'est effectivement, c'est de plus en plus, surtout vu la gamme de prix, c'est un appareil pour professionnel. Donc, pour 8 téraoctets de stockage, on s'entend que tu peux l'avoir en disque externe si tu veux, parce que c'est Thunderbolt pour que ça se connecte rapidement. Oui. Si tu veux l'avoir intégré dans ton laptop, ben, tu vas payer la totale. C'est sûr, mais tu as cette option-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a aucun doute que c'est une super machine en termes de capacité de traitement des données, d'information. De la production vidéo avec ça, ça se fait super rapidement, ce qui est le but. Puis évidemment, le plus gros acheteur de MacBook Pro est le développeur d'applications pour iOS, macOS, tout ça. Le système est bien servi, puis l'appareil pour ça est super bien conçu. Les outils logiciels pour coder sont bien intégrés. Il nous montrait, j'ai vu un développeur faire une application et faire un rendu en temps réel sur 6 appareils séparés à même son écran, pleine définition, pleine résolution, à fond la caisse. Et s'il n'y avait aucun effort, puis on voyait le petit diagramme dans le coin, puis le processeur était à peu près à la moitié de sa capacité. Et j'imagine qu'il y avait le modèle le plus costaud. Ah, on présume, oui, mais il n'y a peut-être pas 8 téraoctets par contre. Mais c'est sûr que c'est ça, le stockage, on s'entend que c'est moins, mais le fait d'avoir processeur, 64 GB de mémoire vive. La mémoire vive, le Core i9 à quelque chose comme 2,8 GHz, avec le mode turbo, je ne sais pas quoi. Oui, non, c'est une machine extrêmement performante. Belle bête, mais c'est pas donné. Puis ça va être disponible en décembre. Si on le commande, mais on va le commander. On peut le commander maintenant. Puis l'appareil est livré en décembre en même temps que le Mac Pro, qui est l'espèce de grosse tour avec plein de trous là, qui ressemble à une gratte à fromage quand on a un peu le goût de rigoler, mais qui est aussi une super machine très performante, ça, il n'y a aucun doute. Le retour de la tour Apple. Oui, tour qu'on peut effectivement personnaliser et tout ça, contrairement au MacBook Pro qui reste assez fermé. Celui qui ressemblait d'ailleurs à ça. C'est vrai, pendant un bout de temps, c'est le MacBook Pro, oui. Le Mac Pro, c'est-à-dire qu'il ressemblait à ça. Ici, voilà. Oui, mais c'est un autre univers, les Mac Pro. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que je pense que l'idée, c'est de créer des appareils, pour Apple en tout cas, qui sont très attrayants, très performants, probablement un petit peu hors de prix pour la plupart des gens, mais qui mènent les gens en boutique et là, ils achètent l'appareil pour lequel ils ont les moyens de payer. C'est qui prend plus un Mac ou un iMac, c'est-à-dire, ou un MacBook Air ou un truc dans le genre. Ben déjà que j'ai toujours trouvé, en tout cas, j'ai l'impression que les modèles de base ne sont pas... C'est pas nécessairement ce qu'en tant qu'amateur de technologie, c'est pas nécessairement ce que j'achèterais. Je paierais toujours 200 $ de plus pour avoir le meilleur processeur, pour avoir plus de stockage, pour avoir... Je trouve que c'est une technique qui est un peu... Pour le modèle de base, c'est le fun, fait un job, mais... Il faut en rajouter pour que pour que ce soit vraiment intéressant. Un autre tour? Changeons complètement de registre avec cet appareil, le Razer. Razer, le téléphone flip. Ceux qui ne se souviennent pas, c'est un appareil qui était moins d'1 pouce d'épais, un téléphone cellulaire qui se repliait avec un clapet. Oui. Donc, on pouvait raccrocher de façon extrêmement énergétique. Qui a probablement marqué le plus haut, le fait de la gloire de Motorola en 2004, ça fait 15 ans.
que cet appareil-là a été mis en marché. Ça fait quand même un bout. Et là, effectivement, ils ont présenté un Razer. Une très grosse particularité. High-tech, un écran entier. Un seul donc écran c'est pliable. un seul écran de 6,2 pouces qui est pliable. Donc, c'est comme le téléphone de Samsung, comme le téléphone de Huawei qui se plie. Mais il semble qu'ils ont fait un meilleur mécanisme pour que l'écran se plie, mais sans faire de pli dedans. Et quand on le déploie, il semble que le pli n'est pas vraiment visible. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça devrait en prolonger l'autonomie, la durabilité. Pas l'autonomie, mais la durabilité. Il semble que c'est conçu pour durer la vie utile d'un téléphone. Est-ce que ça va arrêter de fonctionner après 2 ans, 3 ans? Je ne le sais pas, mais il semble que c'est bien fait. C'est un processeur Snapdragon 710, pas 855 comme les téléphones haut de gamme d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un téléphone de capacité extraordinaire. Il y a un deuxième écran quand on le replie, un écran de 2,6 pouces qui va afficher la musique, qui va afficher son image quand on prend un selfie, parce qu'il y a 2 caméras pour prendre des selfies et ainsi de suite. Et ce qui m'a surpris, il y a 2 choses qui m'ont surpris. Premièrement, qu'il y a encore un gros menton. Le téléphone a comme une bosse en bas qui contiendrait les antennes et les haut-parleurs. Je me dis, est-ce que c'est nécessaire de faire en 2019 quelque chose d'aussi gros? Je ne le sais pas. Et surtout, c'est le prix. C'est pas un téléphone flip. On a l'image que c'est moins cher ou que c'est plus... c'est 1500 $ américains, presque 2000 $ canadiens. Ça devrait arriver en janvier. Donc, il faut être assez motivé pour avoir un téléphone comme ça. C'est moins que le Galaxy Fold, qui n'a pas nécessairement le même format. Oui, mais c'est ça. Il faut quand même payer cher. Le Galaxy Fold, à moins grave erreur, avait un processeur un peu plus costaud. Ah oui, c'est sûr que la mécanique n'était pas la même. Puis, c'est comme une tablette entière. C'est pas simplement un téléphone régulier qui prend moins de place. Marché très spécialisé, je pense que c'est une belle idée, surtout si on réussit à courber l'écran. Je ne sais pas si tu as mis l'image. Oui, je l'ai montré tantôt, mais c'est pas apparent comment ça va. Ça vaut la peine de voir comment ils ont trouvé la façon de plier l'écran de façon là, qui, selon moi, est plus astucieuse que de simplement faire un pli dedans comme une feuille de papier. Ouais. C'est assez astucieux. Et pour moi, ça montre que cette année, c'est le retour des appareils qui se plient. Huawei a lancé, Samsung, Microsoft, LG, même ont tous présenté des appareils qui ont 2 écrans. Donc, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, est-ce que ça va être la tendance 2019 qui va tomber en 2020? Ou en 2020, on va vraiment avoir une émergence d'appareils qui ont 2 écrans. On en a pour une couple d'années parce que Microsoft, son téléphone, ça vient l'automne prochain. Donc, c'est ça. Il y a toujours la rumeur que un iPhone pourrait éventuellement arriver aussi dans ce créneau-là. C'est ça. Le design de Motorola est vraiment génieux parce que c'est un format auquel on s'attend d'un téléphone, ouvert comme fermé. C'est assez raisonnable. Samsung, c'est un peu... ils ont fait ça un peu vite, Samsung. C'est ça, c'est un truc comme ça, mais j'ai vu, il y a LG qui a carrément 2 écrans séparés. J'ai vu sur Kickstarter un projet d'écran qu'on achète séparément, qu'on connecte à son téléphone un peu par magie. Ça permet d'avoir 2 écrans. Projet un peu particulier. J'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner. Mais en fait, j'ai hâte de voir si on va vraiment trouver une utilité ou que ça va devenir quelque chose qui va se répandre versus quelque chose qui est spécialisé et coûteux. Parce qu'on s'entend, il faut que ça baisse de prix, il faut que ça devienne l'accessoire. C'est sûr que ça reste une niche pour l'instant, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça. Autre petite nouvelle, c'est en fin de semaine le Megamigs, salon convention du jeu vidéo, d'amateurs de jeux vidéo, regroupement de créateurs de jeux de tous les domaines. Il y a Gameloft qui a fait un sondage auprès de 2600 personnes de 18 ans et plus. Donc, les statistiques dont on va parler, c'est un portrait de jeux vidéo pour les adultes. Parce que quand on y pense, les statistiques qui s'en viennent, la proportion des joueurs au Québec, on est une province distincte, on est aussi des joueurs distincts. On joue 10 % de plus que dans le reste du pays. Il y a 41 % des adultes sondés qui sont des joueurs, qui se considèrent comme des joueurs, en tout cas dans le sondage. Donc, 41 % des Québécois sont gamers. C'est pas juste les enfants, c'est vraiment beaucoup de monde. Et il y a 7 joueurs canadiens sur 10 qui jouent sur des appareils mobiles, donc plus que sur leur ordinateur, plus que sur leur console, et ainsi de suite. Ce qu'on surnomme souvent le casual gaming, donc les jeux plus légers. On a 2 minutes, on joue avec son téléphone, c'est pas quelque chose pour lesquels on s'investit nécessairement toute une soirée. Et parlant de soirée, les Québécois sont plus nombreux à jouer en soirée. On parle de 72 % des Québécois qui jouent en soirée, tandis que dans le reste du Canada, on va plus jouer la nuit,
34 des Canadiens jouent plus la nuit Quand même. et 13 seulement au Québec. Et là, la question, ce qu'on se disait avant d'entrer en ondes, est-ce que c'est tout simplement qu'on considère qu'au Québec, la nuit, ça commence pas à 8 heures? Peut-être que dans le reste du Canada, parce 8 que, heures, c'est « Oh, là, je fais du gaming En de Ontario, on nuit. se couche de bonne heure. On se couche peut-être plus de bonne heure dans les autres provinces, tandis qu'au Québec, avant minuit, on ne considère pas qu'on joue la nuit. C'était juste une question de On proportion. ne fera pas un Don Cherry de nous-mêmes, on va arrêter ça là. Les généralisations. C'était pas méchant. Non, C'était pas c'était méchant. rigolo, c'était un cliché. Mais c'est ça, c'est très drôle quand même. 41 des Québécois qui sont des gamers. Je trouve ça une statistique particulièrement amusante. Un mot sur Facebook Pay? Ben oui, parce que c'est nouveau. Ben, en fait, ça reste aux États-Unis pour Ça l'instant. reste aux États-Unis pour l'instant, mais c'est quand même fantastique parce qu'il y a est-ce déjà qu'on a le goût? Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay, il y a même Huawei Pay. Ouais, il y a si je me trompe. Fitbit Pay aussi. Oh mon Dieu. Oui, effectivement. Tout le monde, ouais, tout le monde veut son service de paiement pour prendre une Peut-être qu'un petite jour, on aura commission. sur les Solios Pay, Solios Pay. le ça, moyen ça de va payer être- avec l'énergie solaire. On verra ça tantôt. faut le proposer d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Samuel vient d'arriver. Il peut d'ailleurs, il va être avec nous dans quelques secondes. C'est seulement aux États-Unis pour l'instant et c'est pour faciliter le paiement entre utilisateurs de Facebook et de Messenger. Bientôt sur Instagram et WhatsApp, deux autres applications de L'écosystème, l'empire, Facebook. écosystème, j'allais dire l'empire L'empire. Facebook, je pense que c'était Question de point de vue. écosystème, c'est peut-être plus politically correct. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que c'est différent de leur monnaie virtuelle Libra. On a beaucoup mis l'accent, là, c'est hey, ça va être la grosse affaire, monnaie virtuelle, crypto-monnaie. Ben, c'est supporté Libra. par Mastercard et Visa et PayPal qui ne font pas partie Mais de c'est la ça, fondation c'est Libra. ça. Là, Libra, Mastercard et Visa ont quitté la fondation Libra et comme par hasard, on annonce que Facebook Pay va permettre de transiger de la vraie argent, donc d'envoyer des vrais montants entre amis, payer pour un cinéma, mais aussi faire des dons à des œuvres de charité. Ils soulignent dans le communiqué qu'il y a beaucoup d'argent qui va à des œuvres de charité, mais ça va être aussi peut-être pour payer des transactions sur le marketplace. C'est Donc, 100% pour ça, en fait. c'est ça. Donc, oui. ça va permettre de faire ça et de prendre peut-être une petite commission sur les transactions. Et peut-être aussi raffiner leur connaissance des comportements des acheteurs sur leur plateforme pour mieux cibler les utilisateurs Facebook. Les données, Les fameuses données. C'est pas spécifié dans le communiqué, par contre, ça, ils en parlent pas. Non, pas, c'est ça. Ils en parlent vraiment pas. Ils font pas comme de référence à dire, ben, on veut pas faire ça ou on veut faire ça. Donc, on imagine qu'il est possible de le faire. On ne sait pas comment ça va être partagé avec les tiers non plus. C'est ça. Ce serait bête à quelque part de ne pas savoir les habitudes. Quand les données sont là, c'est dès qu'on peut, on pose la question. Et juste un mot sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On dit souvent que Montréal est une ville d'intelligence artificielle. Beaucoup de startups, beaucoup de compagnies font de l'intelligence artificielle. Il y a Google qui a annoncé qu'aujourd'hui, on allait pouvoir aller sur le Freddy Meter. Oui, ça, c'est bien ça. Qui permet de mesurer si sa voix, en utilisant l'intelligence artificielle, bien sûr, si sa voix ressemble à celle de Freddie Mercury. Chanteur de Queen. Le chanteur de Queen. On mesure le timbre de la voix, la tonalité et la mélodie. Donc, il faut vraiment tenter de calquer le range vocal de Freddie. Et bonne chance avec qui ça. est énorme. Et dans cette chanson-là... Ben, il y a un choix de 4 ou 5 chansons, pas facile à dire déjà. Vous voyez, moi j'ai fait 28%. Moi, je pense c'est ça. C'est sûr que je suis pas bon, mais ils donnent un choix de chansons donc. Et c'était développé par un chercheur de Google AI, évidemment, du laboratoire d'intelligence artificielle de Google, qui est un mélomane accompli puis qui cherchait depuis longtemps à jumeler ses deux passions. Freddie Mercury. Ben, la musique, probablement Queen par la bande, mais ça arrive aussi à un moment où on fête les 40 ans d'un spectacle légendaire. La performance en direct de Bohemian Rhapsody. Voilà, donc il y avait une question de moment choisi aussi, mais c'est... On dit souvent Google offre à ses employés du temps libre pour travailler sur des projets pas nécessairement connexes avec leur travail. Ben ça, c'est un peu un exemple de des fois, ça donne un produit fini. Oui. C'est en partenariat avec YouTube aussi. Vous pouvez aller sur... il y a l'adresse pour ça, je pense. C'est le Freddy Meter, je pense que vous allez le trouver, ça va être un peu partout. C'est pas seulement futile. Si on a le Freddy Challenge, ça permet de soutenir le Mercury Phoenix Trust, une organisation qui soutient la lutte contre le VIH-Sida. Je trouve ça, c'est une belle cause et ça permet d'avoir une application. À défaut d'être pratico-pratique, ça permet de voir l'intelligence artificielle jusqu'où
à quoi ça peut servir et les possibilités Faites ça de au bureau développement. après l'heure du lunch, votre patron va vous remercier, c'est sûr. C'est ça, tout le monde va se mettre à chanter des chansons de Queen dans le bureau. C'est recommandé d'avoir un micro externe, par contre, d'avoir Oui, un casque. oui, parce que si la qualité du micro n'est pas bonne, Parce que c'est ça. c'est pas marche ce pas. qu'on veut. Non, Dernière statistique en terminant, j'ai vu ça m'a fait rire, parce que je sais que tu es chroniqueur automobile aussi, tu as quelque chose pour les autos. Bloomberg a fait un sondage sur 5000 acheteurs de Tesla, donc c'est comme un gros sondage quand même. 98% des gens en rachèteraient une autre. C'est une fidélité. Écoute, c'est un gros... Oui, 98%, c'est assez impressionnant. Et 99% en recommanderaient à leur famille ou leurs amis. Je vais ajouter à ça, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage exact, mais la plupart des gens qui ont une Tesla depuis plusieurs années, et là je vais dire un 78% et plus, c'est comme au moins 4 personnes qui possèdent une Tesla sur 5, sont surpris de la durabilité de leur autonomie. Parce que ça, on dit souvent, après 2-3 ans, la batterie va commencer à... La grosse crainte. Et dans le cas de Tesla, la batterie dure plus longtemps que prévu. Elle se dégrade moins rapidement qu'anticipé, donc que du bon pour la perception sur sur cette marque-là qui est très iconique, effectivement. Oui, parce que c'est certain que quelqu'un qui l'utilise à chaque jour, j'imagine, va peut-être avoir une usure de la pile plus élevée. Les batteries se dégradent, peu importe, mais c'est le ça risque, va se dégrader, c'est ça. Mais comme les gens l'utilisent probablement moins qu'ils imaginent, les gens s'imaginent tout le temps qu'ils vont aller en Gaspésie chaque année. Il y a une gestion de la pile, il y a de l'électronique derrière ça pour la charger, décharger, pour assurer que les cycles sont optimaux, les cycles charge-décharge. Puis dans le cas de Tesla, c'est bien réussi. GM avec la Bolt fait aussi très bien par rapport à ce détail-là, mais je veux dire, on ne va pas enlever non plus du mérite à Tesla, mais c'est la bonne nouvelle plus générale en de tout ça, c'est que ces véhicules-là sont peut-être un peu plus durables que ce que les gens qui aiment moins les voitures électriques font valoir. Puis pour la marque Tesla, ben écoute, 99%. C'est incroyable. Je pense que même les utilisateurs d'Apple, probablement que c'est moins que 99% de recommandations. Je pense que Phil Schiller disait l'autre jour qu'ils sont à 98%. 98, voilà. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde se rachète un iPhone. C'est ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rachète. 98% en rachèterait un. Je suis sûr qu'Apple, c'est très élevé. Ça probablement pas ça. Moi, je ne sais pas si c'est 98. Non. Puis, dans le cas de Tesla, ce qui est le fun, c'est que plus on avance, plus les modèles sont abordables, en fait, sont de moins en moins chers. Oui. Dans le cas d'Apple, c'est un peu le contraire. C'est une question de budget. Ça devient difficile de justifier pour naviguer sur le web simplement, payer un ordinateur à 3 000 $, le MacBook Pro, par exemple. Pour aller sur le web, c'est... Le MacBook Pro, on vous le recommande. L'Internet n'ira pas plus vite. Ça, c'est garanti. L'image va peut-être être plus nette parce que l'écran est meilleur, mais je pense que vous... L'écran fait bien. Ça s'aise pas. Surtout qu'on enlève du cadre auto. On revient à la première là-dessus, mais il enlève beaucoup du cadre auto, donc il y a plus de ce qu'en anglais on dit du real estate, là, il y a plus de surface affichable. Ça, c'est un gros. C'est un pouce, mais ça fait sur une surface. Ça fait une belle différence. Oui, c'est un bel appareil, c'est juste que c'est ça. Il faut avoir le budget pour. Merci Pascal. Merci. On va aller chercher notre invité qui est derrière. Écoute, qui fait le geste de passer. On est en direct, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Oui, exactement. Ça, c'est du direct. On disait tantôt. Panne de métro. Monsieur, salut. Content de te voir ici. Oui, c'est ça, un projet Kickstarter qui a eu du succès cet été, qui était de lancer une montre solaire. Non seulement un succès, évidemment, au niveau de la demande, mais au niveau aussi de la création d'une entreprise qui a des ambitions autrement plus complètes que juste lancer un seul produit. On a Samuel Leroux ici. Salut Samuel. Salut, je place le micro. Merci d'être rendu et d'avoir bravé la panne de métro. Avec les Est-ce que c'est le chaos? Parce qu'on est en direct, il faut poser la question. Non, est-ce que c'est le chaos dans le métro? C'est impressionnant. J'ai pris l'autobus ce matin parce que, naturellement, le métro était complètement inondé. Puis j'ai jamais vu depuis au moins 5 ans autant de lignes d'attente d'autobus partout dans la ville. Wow. Donc c'est une inondation de... C'est impressionnant, c'est quelque chose. Tu as cofondé avec un collègue Solios qui fait la montre. Oh, attends un petit peu, je peux même faire mieux que ça. C'est une montre solaire. Donc, quand on dit solaire, ça veut dire qu'elle se recharge avec l'énergie solaire? Exactement. Fait qu'en fait, c'est autant l'énergie solaire que l'énergie artificielle va permettre de recharger la montre. Puis on a juste besoin de 2 heures d'exposition au C'est un malade. À l'écran, je vais zoomer dessus. Comme ça. Simplement besoin de 2 heures d'exposition au soleil pour obtenir 6 mois de réserve d'énergie dans la montre. Donc, en fait, on rit, mais c'est la première question des Québécois là, ici, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant l'hiver? Oui. On dit non, il n'y a pas de stress. Puis même pour les gens qui hibernent tout l'hiver,
La lumière artificielle permet également de la recharger. Ça, à proprement parler, recharge solaire sur une montre, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Citizen, entre autres, l'a fait depuis plusieurs années. Exactement. En fait, Qu'est-ce qui c'est une distingue, technologie éprouvée depuis 25 ans, à peu près que Citizen fait, c'est les plus grands joueurs. Mais là où ce qu'on a perfectionné, c'est innover plutôt, c'est qu'on a vraiment perfectionné l'intégration de la technologie dans le design de la montre. Donc, normalement, une montre solaire va avoir plein d'artifices, donc des chronographes, des textures dans la montre, différents cadrans, etc. Puis le défi, c'était vraiment de dire, non, nous, on veut vraiment un design minimaliste, élégant. Donc, comment qu'on fait pour intégrer ça dans le cadran? Puis le secret se révèle un peu au niveau de la transparence du cadran. Donc, la lumière peut passer, mais on ne peut pas voir la cellule solaire à l'œil nu. C'est ça. D'habitude, on voit la cellule solaire. C'était ça, on voulait montrer la cellule solaire. Exactement. Mais en 2019, on veut la cacher. On ne veut pas montrer que c'est... Ça soit 100%. C'est très beau. Il y a un marché de personnes qui veulent consommer de façon esthétique mais éco-responsable. Puis, il n'y avait pas un peu le mix des deux. Puis, on a foncé là-dedans avec un modèle classique. Mais l'avantage de la technologie solaire, c'est qu'on pourra continuer à innover parce qu'une montre, une smartwatch, là, on se diffère, c'est qu'une smartwatch, on doit la recharger vraiment à tous les jours. Alors que nous, on a une réserve infinie d'énergie. Et pourtant, c'est pas une montre très grosse, il n'y a pas une grosse batterie. Non. C'est quoi la magie d'ailleurs? C'est le capteur qui est plus sensible? Parce qu'en même temps, on ne le voit pas non plus souvent sur ça, les montres solaires, c'est qu'on voit les traces, on voit les capteurs. Exactement. Ben non, je vous écoutais un peu parler des batteries Tesla, puis dans le fond, la batterie, l'avantage, c'est qu'elle est vraiment rechargeable pour toute la vie. Fait que même après 30 ans, la batterie va encore avoir sa capacité de rechargement jusqu'à 80%. Wow. Fait que ça élimine complètement le besoin de remplacement d'une batterie. Puis en fait, c'est qu'on va avoir une batterie au lithium, puis le capteur solaire va venir recharger la batterie indéfiniment. Tu n'as pas besoin d'une très grosse capacité de stockage Pas vraiment, avec le non. capteur solaire. Exactement. Puis là, c'était vraiment de rendre ça le plus mince possible au niveau de la montre. Puis dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire? On va être capable d'avoir des montres solaires GPS. Donc, ça va demeurer, par exemple, une montre traditionnelle avec des aiguilles, pas besoin de la recharger. Mais quand on va voyager, les fuseaux horaires vont s'adapter automatiquement. Puis on est capable d'avoir des features qui vont se rapprocher beaucoup de la smartwatch, comme par exemple dire ça va être quand le lever du soleil, le coucher du soleil. Chose que tu peux pas faire si tu n'as pas le GPS, action GPS. Ouais, GPS, fonction intelligente, tout ça. Évidemment, il y a une grosse mode. L'Apple Watch est une bonne candidate à parler de ces choses-là. Ces montres-là, quand on achète une montre intelligente de base, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a finalement l'espèce d'assistant de mise en forme, là, il compte les pas, podomètre. Compter les pas, c'est la fonction de base, je pense, des montres intelligentes. On sent comme si c'était inévitable, comme si tout le monde voulait avoir cette fonction-là dans une montre. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que les gens... Il y a un marché pour les montres qui donnent l'heure, là. Il y a Non, mais à la fin de la journée, c'est ça qu'on veut. Avec des aiguilles en plus, même pas des chiffres. Là. Il y a beaucoup de milléniaux qui vont apprendre à lire l'heure. En fait, il y en a beaucoup qui ont une montre pour le style. Mais c'est un excellent point. En fait, c'est sûr que le marché des smartwatches est en explosion. Vraiment, les gens vont par ça. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'on a fait beaucoup de recherches. Le marché des montres ne s'en va nulle part. Il a vraiment résisté à l'avenue des téléphones intelligents, avant même les smartwatches. Les gens disaient je prends mon téléphone pour regarder l'heure. Ensuite, il y a même eu la smartwatch, qu'on s'est dit c'est terminé pour le marché de la montre. Mais au contraire, le marché de la montre est en croissance, contrairement à la croissance populaire. Oui. Il y a une partie de l'affaire, c'est que votre montre ne coûte pas nécessairement 500 $ comme une Apple Watch ou comme une montre connectée plus complexe. Là. Voilà. Puis ça en fait aussi une montre beaucoup plus habillée. Il y a des gens qui vont... En fait, on a beaucoup de clients qui ont les deux, qui ont la fameuse Apple Watch, la smartwatch pour se tenir en forme. Écoute, je vais te dire un truc. Il y a quelques années, ils se vendaient un accessoire qui te permettait d'avoir les deux en même temps. Tu avais la montre ici, puis derrière, tu avais l'Apple. Oui, puis ça, écoute, j'ai vu des humains porter ça pour vrai, donc j'imagine que ça a vendu, mais je me demande effectivement, quelle heure tu regardes les deux. Parce qu'à la fin de la journée, une montre connectée, c'est pas nécessairement joli. Là. C'est exactement. En fait, c'est difficile d'aller chercher l'esthétique. C'est la montre, c'est un objet fashion qui existe depuis des centaines d'années, puis ça a un certain prestige. C'est un symbole en soi, plus qu'une utilité. Puis je te cacherai pas, on vend jamais une montre en disant « mon heure va être plus précise que la tienne ». En fait, c'est même le contraire. Mais c'est de dire, tu sais, les gens ils continuent à porter une montre parce que c'est un symbole, c'est associé à des valeurs. Puis on prend souvent l'exemple de Rolex. C'est pourquoi les gens ont une Rolex. C'est pas pour avoir l'heure la plus juste, c'est parce que c'est un symbole de prestige, de réussite financière. Puis on va aller reproduire un symbole similaire avec le style, l'élégance, mais qui inclut innovation et éco-responsabilité. La technologie du jour, oui. Exactement. Parle-moi de ça, éco-responsabilité, qu'est-ce que ça signifie dans une montre? À quoi il faut s'attendre quand on achète un produit comme celui-là? Bien, au niveau de la technologie solaire, d'abord, comme on a parlé, on élimine complètement le besoin de remplacement de batterie. Puis ça peut sembler anodin, mais
par année, le nombre de batteries qui sont produites pour le marché des montres à quartz. Donc des ça, c'est les batteries... petites batteries qu'on achète au C'est bijoutier ça, puis qu'on sait exactement. donc pas comment la mettre dans la montre. Que tout le monde dit je vais aller faire changer ma montre, ma batterie, mais ils vont juste jamais. Cette fameuse batterie-là, en effet, c'est 300 millions de batteries par année qui sont produites. C'est un gros marché. Donc, si toutes les montres à quartz fonctionnaient à l'énergie solaire, on éviterait ça. Puis après ça va dans, oui, on élimine le besoin de remplacement des batteries, mais il faut que la montre soit durable. Donc, tous les matériaux sont extrêmement durables, faits de recyclables, puis qu'on peut vraiment réutiliser indéfiniment. Est-ce que même les bracelets sont recyclés? Oui, exactement, en fait. Puis même facilement interchangeables. Donc, qu'est-ce qu'on veut favoriser? C'est plutôt d'acheter plusieurs montres du même style, simplement acheter d'autres bracelets pour facilement adapter son style. Mais autant le bracelet de métal ou c'est au niveau de la coloration qu'on se démarque. Donc, il n'y a aucun déversement chimique dans les eaux usées, dans les eaux qui va se faire. Ah oui? Puis au niveau de notre c'est cuir... important, ça. Ben oui, ça. En fait, on est allé visiter on n'y pense pas nécessairement parce que nous, on ne le voit pas ici au Québec, mais on est allé en Asie visiter les fournisseurs. Puis les fameuses photos de lacs de rivières rouges et vertes, principalement à cause de l'industrie de métallurgie, c'est un fait. Puis on le voit, là, normalement, si tu fais juste tremper les métaux dans un bac, ce bac-là, il se souille vraiment vite de produits chimiques. Puis, il y a peu de contrôle du gouvernement. Les gens, ils vont juste aller mettre ça dans les nappes phréatiques directement. Puis, c'est vraiment un fléau. Surtout que c'est fait dans des zones souvent économiques, donc qui sont à l'écart de la politique du reste du pays. Donc, ça peut, il peut y avoir des patrons, on peut imaginer. C'est impressionnant. Je me sentais comme dans Blade Runner quand je suis allé là-bas, dans le sens où c'est con, là, mais il faisait soleil. Mais je pouvais regarder le soleil directement dans les yeux, pas parce qu'il y avait des nuages. Aux espèces de pollution dans l'air. Exactement. Ouf, c'est fou ça. Exactement. Donc, il n'y a pas de ça dans la montre. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Okay. On évite ça. Puis au niveau du cuir aussi, ça va être un faux cuir, mais un faux cuir écologique. Normalement, un faux cuir va être fait à base de plastique, de polyuréthane, etc. Okay. Donc, c'est tous des petits efforts comme ça qui, mis ensemble, font une différence. Au niveau de l'emballage? Au niveau d'ailleurs, pour le temps des fêtes, on a complètement changé notre emballage. Oh. Donc, on a ramené ça ici à Montréal. Il va être fait ici à la main, à Montréal, avec tous des matériaux 100% recyclés. Pour justement diminuer aussi notre transport, pour notre empreinte écologique à ce niveau-là. Vous avez combien de modèles en ce moment? On a 5 modèles. Okay. Donc, dans le fond, on a des cadrans noirs, des cadrans blancs. Puis, on a le case qui est en argent, en or rose ou la all black. Puis, ils se font tous dans les deux grandeurs. Donc, vraiment, c'est unisexe. OK. Deux formats, c'est quoi les formats? Ça, moi, je porte la plus grande qui est 40 mm, puis on en a une qui est 36 mm. OK. Puis, dans le fond, chaque montre, on peut l'agencer à n'importe quel de nos 10 bracelets. OK, c'est bien. On fait un beau cadeau de Noël. C'est un très beau cadeau de Noël. C'est très beau cadeau de Noël. Et c'est des bracelets standards aussi. C'est des bracelets, je crois, qu'on peut s'acheter de montres standards? Absolument. En fait, c'est du 20 mm, fait que n'importe quel bracelet qui fit, mais on s'est beaucoup inspiré justement de la Apple Watch au niveau de l'attache pour le bracelet de métal qui est un aimant que les gens traitent presque plus. Oui, non, mais des beaux bracelets, ça peut coûter plus cher, mais c'est le fun de savoir qu'on peut acheter des bracelets standards, pas des bracelets spécifiquement faits pour la montre. Je trouve que ça donne une possibilité de prendre le vieux bracelet de la montre de son père ou un vieux bracelet qui nous... Moi, je suis un nostalgique de ce genre de choses-là. J'ai plein de montres chez moi, puis le fait de pouvoir changer les bracelets, c'est un beau... Les gens, ils trippent. En fait, ils viennent nous dire, puis ils viennent nous voir, puis ils sont comme, c'est correct si je mets justement mes anciens bracelets, etc. Puis on dit, ben oui, justement, ils vous demandent la permission en plus. Puis non, il n'y a pas de mal. On parlait de Noël, le produit est en vente en ce moment, on peut se le procurer. Il est en vente sur notre site web en ligne, qui est bilingue, donc au soliouswatches.com. Mais depuis hier, en fait, on a annoncé qu'on était disponible chez Simons également. Ah oui! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on est super contents. Un scoop? Est-ce que Peter Simons a une montre Solios? Peter Simons a essayé la montre Solios. Il nous a demandé de la tenir. Fait que ça, c'est cool. Ça vient de lui, ça a été une demande de Simons de vous accueillir? Oui, absolument. Oh, wow! Ça, c'est une bonne nouvelle alors. Absolument. En fait, au début, on était supposé rentrer dans leur fabrique 1840, qui est une petite rubrique pour valoriser les produits d'ici. Oui. Puis, très beau produit, mais finalement, ils nous ont fait le pont pour qu'on aille directement en magasin chez eux, donc à Montréal, Québec, Toronto. Très content, mais pour répondre à ta question, Alain, là, le défi, c'est s'assurer que Peter porte la montre. Ah oui, prochaine étape. Je lance un message. Écoute, c'était un produit, on en a parlé cet été quand on s'est rencontrés, qui a été lancé par Kickstarter, qui a été évidemment accueilli un petit peu partout dans le monde. Et c'était ma question, puis là, c'était comme une partie de la réponse. Est-ce que votre clientèle est très internationale? Très internationale. Vous exportez quand même pas mal? Oui, en fait, on a vendu dans plus de 30 pays sur tous les continents, mais ça demeure notre première année, puis le marché qu'on connaît le mieux, c'est le Québec. Donc, nous, on favorise beaucoup nos efforts ici. Bon, pour apprendre sur notre audience, c'est comment s'adresser à elle, etc.
Puis les Québécois vraiment nous accueillent à bras ouverts. Donc je dirais que notre audience principale se trouve ici. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte aussi avec le temps, c'est qu'il n'y a pas nécessairement... C'est souvent quand on nous parle de marketing, etc., on parle c'est qui ton persona. Puis on n'a pas tant de réponse à ça parce qu'on se rend compte que c'est plus une conscience que les gens achètent à travers une montre. Contrairement à, moi, c'est quelqu'un de 25 ans qui aime ta. Ouais. Puis vous tombez dans une gamme de prix aussi où ça peut aller chercher plus grande clientèle qu'une Rolex, effectivement. Ouais, Rolex, non, une c'est Patek peut-être pas Philippe. Je voulais glisser une marque de... Tu sais, non, je connais c'est ça. la top des tops. Ouais. On parle de montres. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires, d'autres produits que vous avez en mire? Parce que là, ce qu'on se disait la dernière fois, et je pense que c'est ça votre ambition, c'est de créer une marque qui va être durable aussi. 100%. Puis, on le cachera pas. C'est sûr que pour l'instant, on focus beaucoup sur la montre, mais on tripe vraiment sur l'avantage de la technologie solaire. Puis, on veut réutiliser ça, en fait, parce que celui-là, c'est une vision. C'est de dire qu'on peut mieux consommer, le faire avec style, mais tout en innovant. Puis de réutiliser la technologie solaire, on pensait, par exemple, à faire des sacs. Fait qu'autant des sacs à dos, sacs voyageurs. Avec une espèce de chargeur intégré, quoi? Ou... Exactement. On pourrait mettre... Puis là, c'est juste des idées qu'on lance vraiment embryonnaires comme ça, mais d'avoir un battery pack dans le sac, puis que tout le tissu soit une membrane solaire. Donc, on regarde déjà des prototypes à ce niveau-là. Puis, on serait capable de, juste en portant le sac, de recharger le battery pack. Puis, ce battery pack-là, la pas batterie, facile, hein? Une batterie, tout court, en français, ça marche aussi. Qui permet de recharger peu importe quel appareil. L'appareil qu'on connecte dans son sac. Exactement. C'est une petite idée comme ça. Est-ce que vous faites beaucoup de recherche et développement? Avez-vous un budget? Avez-vous un responsable de la recherche et développement? Ou c'est un peu embryonnaire? Comment ça se passe? Moi, pour une start-up, je demande toujours comment ça se passe. La recherche des fournisseurs aussi, ça doit être le fun. C'est un énorme défi. Juste pour en fait concevoir cette montre-là, ça nous a pris 2 ans de prototypage. Vraiment. Parce qu'en fait, la technologie n'avait jamais été intégrée dans un design comme ça. Puis maintenant, en effet, pour une startup, c'est très difficile de dire c'est où que j'arrête ma recherche et développement ou c'est quand que je continue parce que c'est énormément de sous. Oui. Puis heureusement, au Québec, on est vraiment bien outillés au niveau des efforts mis pour favoriser la recherche et développement au niveau des startups. Il y a beaucoup de ressources. Ah oui? Tu vois, c'est le fun. D'habitude, on entend les gens se plaindre qu'il n'y en a pas assez. Fait que là, je suis content que tu arrives avec ce... C'est peut-être, mais moi, j'ai un discours complètement inverse. C'est correct, il faut, parce qu'il faut... Moi, ce que je vois comme journaliste, c'est qu'il y a toujours plus de ressources. Les gens savent peut-être juste pas où les trouver. Ils sont difficiles à trouver. Puis en fait, une des façons qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources, c'est qu'il y a des nouvelles entités qui sont créées pour justement favoriser les ponts entre les joueurs de l'écosystème. Parce que tu as 100% raison, c'est que les gens ne connaissent pas les ressources ou ils se disent c'est une montagne à avoir accès à telle ressource, parce que c'est beaucoup de paperasse, etc. Mais on se rend compte que non, quand on est bien outillé et on sélectionne la bonne ressource, c'est plus simple qu'on le pense. Puis il y en a beaucoup. Puis c'est pas nécessairement high-tech dans le sens où, tu sais, je veux dire, c'est pas besoin d'une application mobile ou d'être un gadget électronique pour avoir accès. On n'aura pas une start-up ou un entrepreneur qui veut lancer une entreprise manufacturière dans la mode ou dans d'autres créneaux, puis ça marche aussi. Puis un exemple de ça, c'est que nous, on veut avoir des métaux qui sont 100% de recyclés, mais les fournisseurs ne peuvent pas le garantir. Donc, on veut nous-mêmes sourcer notre poudre métallique pour la donner à nos fournisseurs. Ah oui? Donc, on n'a aucune idée comment faire ça. Puis ça, en fait, c'est avec de l'aide gouvernementale qu'ils nous ont mis en contact avec des personnes qui faisaient de la recherche pour nous pour voir comment ça allait être possible. Puis tout ça, on est capable d'aller chercher des subventions par la suite pour y arriver. C'est un exemple vraiment bidon là, de dire je veux juste moi-même sourcer mes métaux, mais que je ne savais pas comment me prendre, puis on a de l'aide pour y arriver. Pour créer la chaîne qui fait que ça fonctionne. Exactement. Parce que comment tu commences ça, quand tu as une idée, tu non, pars de où? Donc, à quelle porte vous avez cogné la première fois? En fait, c'est une institut gouvernemental qui justement nous permet de faire des ponts, qui nous a mis en contact avec un centre de tech en Montérégie. Donc, les gens qui ont une idée dans votre... C'est un Citec, exactement. Voilà. Ah oui. Bon, ben voilà, vous avez la réponse. voilà. Merci, donc, prochaine affaire, sac à dos. Est-ce que ça va être un Kickstarter? Je dis sac à dos. On hésite encore. Puis c'est sûr qu'avant même le sac à dos, parce qu'on veut, ça va prendre beaucoup de recherche et développement pour y arriver. Ça ne sera pas pour l'année prochaine, peut-être pour dans 2 ans. Pour l'année prochaine, ça va être des nouveaux modèles de montres. Mais Kickstarter, on pourrait y penser pour le sac à dos. Ouais, ça va être le fun. La plupart des gens qu'on a reçus ici à une tasse de tech qui ont eu des produits lancés sur Kickstarter ont beaucoup aimé l'expérience. Sans que ça devienne une business à partir de Kickstarter, mais c'est un bon levier pour aller vers d'autres choses. Absolument, absolument, vraiment. Puis je pense que tu as rencontré Xavier Prêche de Smart Hello.
C'est probablement le plus gros fan de Kickstarter. Exactement. Et c'est très drôle. Moi, je suis toujours très, très ambivalent en tant que consommateur. Comme acheteur, c'est une plateforme délicate. Il y a beaucoup. J'ai perdu plusieurs centaines de dollars sur des produits qui sont disparus, des entrepreneurs qui ne donnent plus de nouvelles et il y a zéro recours. Moi, Kickstarter, c'est le plus grand reproche. La journée où ils vont devenir... ils vont pouvoir dire, OK, il y a manifestement eu fraude ou quelque chose, nous vous remboursons, nous vous aidons à aller en cours, il y a zéro recours. Ça, je trouve que ce Kickstarter est irresponsable totalement. Il continue d'être une vitrine et continue d'être pour les entrepreneurs, c'est 5% je crois qu'ils prennent de revenus. Exactement. Et le site n'a pas bougé depuis plusieurs années. Je me dis, c'est une machine à faire des sous, Kickstarter. Mais ils ont fêté leurs 10 ans, je pense, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Et ils parlaient de milliards de dollars de projets, donc 5%, ça reste des sous, hein. Puis, et tu vas pas être content dans les prochaines années parce que, tu sais, les publicités dans Facebook, là, où on vend des produits pas chers pour une fraction du prix, c'est souvent aussi des arnaques. C'est ça. Il y a beaucoup de flou. Effectivement, il y a une méfiance à avoir par rapport à ces choses-là, mais il y a des cas, puis moi, tu vois, j'ai eu toujours que des bonnes expériences. Sur Kickstarter. Ah, tu as eu la chance. Fait que je me considère effectivement choyé. J'étais un peu cowboy, il faut dire, dans mes produits, mais c'est ça le but. Là, quand le financement social est arrivé, c'était d'arriver, c'est ça, être patient au minimum, mais au départ, c'est on vous le promet pour décembre, vous allez l'avoir pour le cadeau de Noël. Ah, finalement, on est retardé. Ah, finalement, c'est 1 an après. Finalement, c'est 2 ans après. Finalement, on obtient la montre Pebble, par exemple. Ça a pris des mois. Ça, c'est les débuts quand même de Kickstarter. C'est ça, mais ça a marché. Pebble, c'est une réussite. Mais d'autres compagnies sont carrément disparues dans la brume. On attend toujours les écouteurs québécois qui ont récolté 4 millions, qui devraient arriver. Là, j'ai parlé récemment, il paraît qu'il y a des essais qui ont été faits. Okay. Donc, après plusieurs années, ça s'en vient, mais ça fait plusieurs années qu'on me dit que ça s'en vient. Il y a des produits comme ça qui ont quand même une certaine effervescence, qui sont vraiment très en demande, surtout sur des plateformes. Les montres, les écouteurs, ces choses-là, sur Kickstarter, c'est quasiment des succès assurés. Ça explose beaucoup, exactement. Mais il faut livrer ensuite. En même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition, mais je suis 100% d'accord avec toi, Pascal. C'était difficile pour nous. Ça représentait un certain défi de rassurer les gens. De démontrer que non, nous, on a lancé notre Kickstarter parce qu'on a notre prototype final. C'est sûr qu'on livre. Oui, on a eu quelques retards, 1-2 mois de retard. Puis les gens, ils s'attendent un peu à ça, mais la peur de jamais recevoir la montre, c'est une peur réelle. Puis j'ai pu convaincre les personnes à qui je parlais face à face, mais il y a des personnes à l'autre bout du monde qui, clairement, n'ont pas acheté. Dès qu'il y a un retard, il y a une panique dans les commentaires, on le voit tout de suite. Puis quand c'est pas, quand on répond pas rapidement, souvent, ça ne donne pas la peine de répondre aux commentaires. À un moment donné, ça devient louche. Quand il y a des trucs comme ça. Puis surtout, l'autre inconvénient, c'est que tu peux recevoir le produit, mais si ce n'est pas un bon produit, dans votre cas, vous avez un bon prototype, vous avez un bon produit, puis vous livrez quelque chose qui est le fun. Mais quand tu reçois un produit et il est décevant, tu n'as pas de recours, tu n'as pas de mise à jour, la compagnie n'a plus de ressources ensuite. C'est quoi la prochaine Solia? Il va y avoir d'autres montres à l'horizon? Est-ce qu'il y a des, un autre scoop? Un autre scoop? Exactement. On est là. Puis d'ailleurs, je vais demander votre avis, en fait, parce qu'on hésite. Le prochain modèle, c'est la demande numéro 1 qu'on a, c'est « je veux une aiguille de seconde ». Ça semble anodin, mais il y a beaucoup de corps de métier, comme par exemple les infirmières, les policiers, les docteurs, exactement. Ils ont besoin exactement d'avoir les secondes. Donc, ça retient l'achat pour ces personnes-là. Une question qu'on se demande, nous, à l'interne. Puis là, je vois que vous avez des smartwatches, mais tu es aussi un fan de montres traditionnelles. Aimeriez-vous avoir la date également? Tout le temps c'était moi, j'allais dire les secondes, puis je veux une aiguille qui est smooth, là, qui fait pas de toc, mais qui arrive à tourner, qui est fluide. Puis ça me prend la date. La date et le jour. En français. Ben là, moi, je veux le calendrier lunaire complet. La date et le jour en français. C'est quelque chose de rare sur les montres. On peut l'avoir en anglais, Sunday, Monday, machin, mais en français, c'est vrai que c'est rare. J'ai cherché beaucoup de compagnies qui offrent en toutes sortes de langues, mais pas le français. C'est étonnant parce que ça demeure une industrie francophone. Il y a un héritage suisse, français. Absolument, c'est vrai. OK, ben, je prends bonne note. Si un cadran avec la date en français, là. On a quelqu'un. J'aimerais bien ça. Idéalement, moi, je prendrais une 44-46 mm. Encore plus grosse? J'aime ça, j'aime les montres, custom. Ben ça fait partie aussi des... parce qu'en fait, on est en train de prototyper ce modèle-là. Donc oui, le prochain modèle va avoir une aiguille de seconde.
On a hésité beaucoup pour la date. Je pense qu'il y a un petit penchant pour le oui. Donc, bonne La date, c'est le fun. Juste la date, c'est le fun, mais le jour. Ah, ça ajoute une touche. Oui. Souvent, tout cherche. Pour la Soleos Pro Max, Max. pour avoir. J'entendais parler des MacBook Pro XL. remplaçables et tout. Pro Max XL. Ah, c'est bon. Ben écoutez, de toute façon, il y a déjà 5 choix et plein de bracelets sur le site de Soleos. SoliosWatches.com, c'est ça? Voilà, Vous allez exactement. voir ça. Une montre solaire québécoise. Beau produit, c'est dur à voir sur la caméra, mais d'ici. Éco-responsable. Ça paraît pas au premier coup d'œil, mais il y a long à dire sur l'éco-responsabilité dans ce produit-là. Puis je pense que ça fait une belle conversation avec le beau-frère autour du sapin. Ça marche, ça? C'est comme une valeur ajoutée en plus. Merci Samuel, c'est vraiment cool. Merci d'être passé. C'est gentil. Bien apprécié. Écoute, des montres solaires, c'est. Tu sais, des fois on dit la technologie, ça peut être apparent puis gros puis tout, mais des fois ça peut être subtil et bien fait. Puis ça, c'est un exemple d'application. Je veux dire ingénieuse parce que tu sais, c'est pas une question de quantité, tellement de qualité d'intégration. Voulant dire, la bonne technologie à la bonne place peut faire une petite révolution quand on y pense un peu. Oui, un produit cohérent. Je trouve que c'est quelque chose que les compagnies ne se rendent pas compte à quel point qu'un produit qui est cohérent, ça vaut de l'or. Un produit spécialisé qui fait une chose bien, tu as un marché pour ça. Quand tu as une belle montre, éco-responsable, sympathique, colorée, belle, il y a un marché pour ça. C'est un item de mode en partant, il ne faut pas oublier ça. Mais c'est ça. Les gens l'achètent. Veux pas, il faut que le look, c'est important. Les gens vont choisir un produit. Ça vaut pour tous les produits. Ils vont rechercher les caractéristiques, l'autonomie, mais ils veulent le modèle rouge. Et en bout de ligne, ça va être je veux le rouge. Ou le modèle bleu. Ou le bleu. Comme celui-là. Là, je fais une transition. Parce qu'on a assisté il y a 2 semaines à l'introduction de ça, qui a été mise en marché le 7 novembre, donc ça c'est la semaine dernière. Tu vois, j'ai la date sur ma montre. Amazon Echo, nouvel appareil. Ça c'est l'Amazon Echo de base, là, disons-le comme ça, parce que l'original c'est un Echo. Ensuite il y a eu le Dot et puis les autres. Le Dot le plus petit. Ce qu'il y a de nouveau sur lui, à part qu'il y a maintenant une espèce de fini un peu bleu jeans, là, c'est qu'il intègre la fonction de concentrateur sur laquelle on peut connecter les ampoules Philips, Philips Hue. Zigbee. C'est ça exactement. Donc, ça prend le signal Zigbee. Donc, la plupart des appareils qu'on achète puis qui viennent sans le machin avec lequel on peut communiquer pour aller sur Internet, qui coûte généralement 60$ pour aucune raison, parce qu'on met ça dans le mur puis on l'oublie puis que ça fait donc. C'est juste un accessoire de plus à brancher dans son routeur. Ça l'intègre. Fait juste lui, déjà, en partant, c'est bien, bleu et un petit peu plus intelligent, mais pour les gens qui ont le goût. Je vais juste baisser un petit peu de transition de caméra. Je suis caméraman à temps partiel. Le gros ici, c'est la une bête. belle chose. Veux-tu que je la tienne? Tu peux-tu? Ça dérange? Merci. Ouais. C'est le Echo Studio. Il est... Tiens, je vais même zoomer sur Pascal qui fait une démonstration. L'appareil ressemble, et il y a une raison derrière ça, s'il ressemble à un HomePod d'Apple, c'est qu'il lui aussi reprend cette logique de audio à 360 degrés. Il y a 5 haut-parleurs qui font le tour, qui émettent le son dans toutes les directions. Ils se calibrent en fonction de la pièce, en fonction des obstacles, donc des objets à proximité qui pourraient couper le son. Fait tout ça très intuitivement et le fait plutôt bien parce que le son, premièrement, il est assez gros pour être puissant, puis le son porte assez bien. Il est moins puissant, ou en tout cas le son est moins peut-être, je veux dire, cacophonique qu'un Google Home Max, qui est la grosse enceinte très carrée de Google. Mais il est un petit peu plus, je ne vais pas dire puissant nécessairement, mais il fait un son plus riche que le HomePod. Le HomePod, il y a des graves très graves, il y a des hautes pas mal hautes, puis dans le milieu, on le perd un peu. Lui, il y a comme un son un peu plus linéaire par rapport à cette chose-là. Donc, à ce niveau-là, pour la qualité sonore, c'est vraiment, si vous voulez, une enceinte connectée à laquelle on peut parler facilement. Celle-là, c'en est une qui est tout à fait regardable. Évidemment, ça vient avec Alexa, qui a un Québécois, je vais dire, impeccable, qui a une nouveauté cet automne. On peut chuchoter. On peut chuchoter. Je trouve que c'est une belle fonction. On parle comme ça, Alexa, puis elle nous répond comme ça aussi. Moi, les enfants, on l'a essayé cette semaine à la maison. Ils ont passé 1 heure à se plier par terre de rire parce qu'évidemment, c'est cocasse, mais ça fonctionne. L'idée, évidemment, étant de ne pas réveiller sa douce moitié dans la chambre quand on parle à Alexa ou d'autres contextes, peu importe. Évidemment, bon, ce que je n'ai pas dit techniquement, c'est que là, il y a une fente ici, vous la voyez, c'est qu'il y a un caisson de grave qui projette le son vers le bas et qui utilise cet espace-là pour amplifier, si on veut, les basses, les notes graves, qui fait du bon travail parce qu'on n'a pas l'impression, il n'y a pas un niveau sonore où ça griche, où on se dit « Ah là, j'ai vraiment atteint la capacité physique de l'appareil ». Donc, écoute, pour un produit,
Amazon, en partant, on ne pense pas à Amazon comme un produit de qualité parce qu'ils sont souvent très abordables, mais dans ce cas-ci, c'est bien réussi. Oui. Au niveau sonore, ce qu'avait pas réussi à faire les Echo avant ça, qu'ils étaient efficaces et tout le kit, mais qui ne faisaient pas un son. Je veux dire, moi, personnellement, les Echo étaient branchés dans le système de son pour la musique parce que tout seul, ils étaient inutilisables. Oui. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas, même si on peut créer une paire stéréo avec 2 appareils comme ça. Et 2 appareils comme ça ne coûtent pas bien plus que 550 $. Pas très cher. Ce qui est le prix, et même moins que souvent une paire stéréo, une bonne chaîne stéréo pour le salon. Et on peut les jumeler sans fil pour faire l'output sonore d'un Amazon Fire TV Box, je pense. C'est le petit cube, là. C'est le terminal télé, dans le fond, d'Amazon, qui n'est pas le stick, qui n'est pas la clé HDMI, mais qui est bien une espèce de petite boîte qu'on peut brancher dans un téléviseur, et avec lequel, à partir duquel, en fait, on peut envoyer le son sans fil à ces appareils-là, qui font une paire. Et les 3 mises ensemble, ils créent un environnement biophonique Dolby Atmos, qui est l'espèce de... je veux dire, en biophonie virtuelle, là, c'est du 2.2. En fait, il y a deux caissons, mais virtualisé avec la projection. Exactement. Puis ça fait écoute, évidemment, il faut avoir le téléviseur puis l'espace pour, mais ça fait un super son pour une fraction du prix d'un système de son normal. Donc ça aussi, pour Noël, ça peut être une belle idée. Tu parles de l'espace. Je trouve ça intéressant comme alternative aux barres de son. Exact. Parce que si tu as un téléviseur qui est bas sur patte, je ne sais pas comment dire, qui n'est pas accroché au mur, la barre de son souvent est plus grosse que la patte de ton téléviseur. Avec ça, tu mets chaque côté ou sur une table en dessous, si c'est sur un meuble, et tu as quelque chose qui est très potable pour amplifier le son de ton téléviseur. On s'entend que les téléviseurs plats, c'est pas nécessairement la meilleure qualité sonore. Souvent, j'ai de la difficulté avec les dialogues, avec tout me semble compressé. Avec ça, tu as souvent, le dialogue est envoyé dans un système biophonique au haut-parleur central qui n'est pas toujours le plus fort et le plus riche. Donc ça combine tout ça dans un seul truc, fait que ça marche assez bien. Parlant de son, il est compatible avec la plupart des services musicaux, incluant Apple Music maintenant. Le seul qui n'est pas là-dessus, c'est Google Play Music, finalement, pour des raisons évidentes. Mais Apple Music est arrivé là-dessus. Amazon Music, évidemment, fonctionne avec ça. Ils ont 2 nouveautés. Il y a Amazon Music HD, qui est une qualité sonore relevée, un peu comme Tidal fait, Tidal HD, qui lui aussi est enfin disponible au Canada, en passant. Et il y a aussi, et ça c'est encore très limité, mais ça va peut-être prendre de l'expansion, Amazon Music 3D. Oh. Et là, on se dit, bon, une autre affaire 3D, et on a raison parce que c'est un peu superflu. C'est pas 2015 le 3D? C'était sur les téléviseurs, mais là, c'est un niveau sonore, c'est un encodage différent qui permet d'avoir un son plus enveloppant. Je n'ai pas réussi à l'essayer, mais je vais juste le dire, ça existe. Et probablement qu'Amazon va vous en parler au fil des prochains mois. Cet appareil-là est compatible avec ce service-là. Il n'y en a pas une tonne. Là. On ne va pas se précipiter tout, pas pour aller acheter ça à cause de ça, mais c'est peut-être un ajout sympathique si jamais vous avez accès à ça sans que ça coûte une fortune. Et de toute façon, avec Amazon Prime, on a accès déjà à du contenu qui... Amazon Prime, on ne le dira jamais assez, c'est un service assez ingénieux parce qu'il combine tellement de choses dans un seul truc qui coûte 8 $ par mois que à peu près tout le monde l'a puis il s'en rend pas compte à la fin de la journée. Et ça coûte moins cher à la fin de l'année que de se faire livrer et de payer pour chacun des trucs séparément. Des fois, je me dis, tiens, je vais m'abonner je vais faire l'essai d'Amazon Prime pour 1 mois. Le temps d'écouter les séries, puis d'acheter les cadeaux de Noël, puis ensuite t'annules. Petit truc comme ça. Ça fait tous les services, hein, ça vaut pour tous les services aussi, musicaux aussi, et tout le kit. Même Disney+, vous pouvez vous abonner 1 mois ou une année. C'est le temps des fêtes. Parce que là, ils le vendent aux 2. Puis après ça, puis c'est 1 mois gratuit en plus. Fait que un mois, 2 mois pour le prix d'un, puis après on se désabonne et on change et on va tester Apple TV+, ou un autre. On peut passer d'un à l'autre comme ça. C'est juste, ça fait un peu de gestion. Oui, mais ça se fait. Mais c'est juste tu dis à Alexa, rappelle-moi dans 1 mois. D'ailleurs, il va s'activer. Là, elle va te rappeler qu'elle n'est pas connectée à Internet. Qu'il n'y a pas de connexion Internet. Le truc que je trouve extrêmement déchirant avec les assistants personnels comme ça, c'est qu'il faut faire un choix entre Amazon et Google. C'est là où Sonos entre en scène, parce qu'eux, ils ont, sur le Sonos One, entre autres, ils t'offrent le choix de choisir entre les deux. C'est ça. Et c'est délicat, parce que si tu as un Echo et un Google Home, il faut que tu dises Alexa à un, OK Google à l'autre. C'est pas nécessairement compatible, tu peux pas nécessairement parler pour diffuser de la musique. Et ça devient un peu compliqué. Ça fait, faut faire un choix. C'est pratiquement, c'était tout un choix parce qu'il faut choisir effectivement pour le premier appareil qu'on achète, par exemple. Puis après ça, c'est un peu comme on met le doigt dans l'engrenage, hein, parce que la suite, c'est-à-dire si j'ai déjà Amazon, si j'ai déjà Alexa, puis je vais continuer dans
cette ligne-là. La bonne nouvelle, c'est que Amazon vient se réveiller il y a peut-être un an, puis ils se sont rendus compte, hey, il y a un marché canadien, français au Canada. Oui. Donc, ils font plus attention aux faits québécois, ce qui est déjà un pas en avant, mais c'est sûr que ça reste un écosystème dans lequel on met le pied, on est pris parce qu'on est comme un sable mouvant, on est pris là, puis on s'inonde rapidement de ces produits-là. Mais bon, si vous avez 250 260 en fait dans ce cas-ci, vous cherchez une bonne enceinte connectée à la commande vocale, qui est assez polyvalente, les skills d'Alexa, les fameux, les plus logiciels, dans le fond, les applications sur lesquelles on peut rajouter des fonctions de domotique et même plus de services web en général. On peut avoir ses courriels là-dessus, on peut avoir l'actualité, on peut avoir des blagues, on peut faire plein d'affaires. C'est probablement le meilleur écosystème dans ce créneau-là, à un prix qui est quand même pas mauvais. Google et Amazon sont assez agressifs d'ailleurs par rapport à ces choses-là. Mais ça, c'est le gros modèle, la grosse Alexa qui fait du bon travail. C'est certainement la meilleure enceinte de la famille Echo. Si on a l'espace pour un machin plus gros. Pour des ados, là, plutôt que de leur offrir une chaîne stéréo, ça peut faire très bien je vais aller plus loin que toi. Je veux dire, au lieu de leur offrir une tablette ou un téléphone, ça, il n'y a pas d'écran là-dessus. On peut passer des heures à parler avec et ça fait pas mal aux yeux, ça fait pas mal aux oreilles. Contrôler le volume, là, mais je veux dire, parce que le problème avec les écrans, c'est ça, c'est que ça affecte la vision, ça affecte la réflexion, tout le kit. Et c'est parce qu'on regarde ça vient une bulle. Ça fait le contraire, ça ouvre sur le numérique, mais aussi sur l'environnement autour, parce que tout le monde veut jouer de la musique sur ces appareils-là. Fait que c'est, en tout cas, bon point. Et l'autre chose que les gens ne réalisent pas, que on peut demander les chansons qu'on veut écouter. Il n'y a aucun besoin de passer par une tablette ou un téléphone. Et ça, là, une fois qu'on a goûté à ça, plutôt que de choisir un CD, plutôt que de changer de station de radio, plutôt que... Alexa joue de la musique de Noël, boum. C'est parti. Et pour les personnes qui sont moins familières avec la technologie, là, oui. Une fois qu'ils ont compris le principe de demander à Alexa de la musique, là, le plaisir est parti. Tu rends les gens très, très heureux. Excellent. Hey, merci Pascal, c'est la fin. C'était un gros show cette semaine. On prend une pause pour la semaine prochaine. Il y a des activités à l'extérieur, peu importe. On se revoit la semaine suivante pour une autre tasse de tech, toujours en direct de la Maison Notman. Donc, on vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine. On se voit la prochaine fois.